Alors bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'avoir été invité pour discuter de la langue. Vous allez dire encore la langue. Il n'y a pas de surprise à ce qu'on discute encore de la langue, parce que la langue c'est quand même un élément fondamental de l'existence collective. C'est un déterminant de l'identité. C'est vrai pour les Québécois, mais c'est vrai pour toutes les nations. La langue, c'est un peu le cœur, c'est le pouls. Et quand on regarde, on prête attention à l'histoire de la langue, en Amérique du Nord, au Québec en particulier, eh bien, c'est l'histoire nationale, c'est l'histoire du peuple. Alors, ce que je vais vouloir faire avec vous, c'est peut-être, on va parler de la loi 14, mais dans une troisième partie. Je voudrais faire deux premières parties. D'abord, un rappel, deux rappels historiques, et ensuite revenir sur, disons, les deux visions, les deux régimes, les deux projets politiques qui sont en présence. On échangeait tantôt ensemble. Au Québec, la langue, si on était dans un contexte d'indépendance, on traiterait ça d'une manière toute différente. On n'est pas dans un contexte d'indépendance, donc on est une province, Mario vient de le rappeler, on est une nation annexée, dominée. Donc le traitement de la question de la langue, on est toujours un traitement défensif. Bon, vous avez sûrement voyagé dans le monde, ça m'est arrivé de voyager aussi. J'en ai rencontré des peuples minoritaires, je dirais, sur le globe, mais qui sont des peuples indépendants. Eh bien, le traitement de la langue est très, très différent de ce qu'on a ici. En Norvège, par exemple. En Norvège, c'est un petit pays sur 4 millions. Disons, le norvégien, il n'y a pas grand monde qui parle norvégien autre que les Norvégiens. Ah ben, ils sont très, très bilingues, sans aucune menace aux Norvégiens. Et c'est la même chose dans plusieurs pays. Et Lorrain avait l'habitude de dire que le principal amendement à la loi 101, c'est l'indépendance du Québec. On n'en est pas encore là. Alors, toute la question qui nous est posée, c'est comment on continue à promouvoir la langue française dans un contexte où on est une province dominée du Canada. Et donc, il faut peut-être camper globalement le contexte dans lequel on est. Alors, je commence d'abord par les deux rappels. Et puis, en fait, la perspective, c'est de donner un peu des arguments pour qu'on puisse faire le travail terrain. Parce que c'est notre responsabilité comme militants dans les organisations, pas rien que de se convaincre entre nous, mais de convaincre un ensemble et, si possible, une majorité à terme. Alors, je voudrais d'abord rappeler le contexte global. La langue française n'est pas numériquement la langue la plus parlée dans le monde, ni même la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Mais c'est quand même, à l'égal de l'anglais, la seule autre langue présente sur les 5 continents et qui est avec l'anglais, la seule langue qui est obligatoire dans l'ensemble des organismes internationaux. Il y a une reconnaissance de fait de la pertinence et de l'utilité du français au plan international. On ne se le rappelle pas suffisamment, mais il faut dire que nos amis français ne font pas suffisamment de travail pour valoriser ce statut-là, mais le français est une très grande langue. Ajoutons à ça que c'est une langue d'une très grande culture, c'est une langue d'une très grande richesse, mais aussi une langue très utilitaire. En Amérique du Nord, il faut le rappeler, on est 2% de locuteurs français en Amérique du Nord.
c'est pas beaucoup. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que 99% de ces locuteurs français sont au Québec et puis 100 km autour des frontières du Québec. Donc, territorialement parlant, cette langue est bien campée en Amérique du Nord sur la réalité du Québec. Rappelez qu'au Canada, Mario vient tout juste de le rappeler aussi, 96% des locuteurs français sont au Québec. 4% dans le reste du Canada, dont seulement 2,4% le parlent à la maison. Donc, quand on nous parle, disons, d'un pays bilingue, en parlant du Canada, c'est de la foutaise. C'est un artifice, c'est une astuce pour masquer la réalité concrète qui est que la nation française de l'Amérique du Nord et du Canada, c'est d'abord le Québec. On va reconnaître aussi la nation acadienne, qui numériquement est de l'ordre de 325 000, mais massivement au Canada, le français, c'est le Québec. Et rappelez qu'au Québec, le français, c'est 79% de la population, à côté de 7,7% d'anglophones, de 13% d'allophones et de 1% d'autochtones. Rappelez aussi que dans le dispositif légal, le Québec reconnaît tous ses statuts. C'est-à-dire, oui, le français, mais il y a un statut de reconnu pour l'anglais, mais aussi pour les autochtones. L'ensemble de la démarche légale, législative, c'est toujours fait dans le plus grand respect des autres composantes de la nation québécoise. À Montréal, on le rappellera un petit peu plus tard, c'est 50-50 de français par rapport aux autres langues, que ce soit l'anglais et que ce soit les allophones. Rappelez aussi, alors j'en suis toujours au niveau des faits, que 40% de la population québécoise est bilingue et que les Québécois sont 7 fois plus trilingues que le reste du Canada. Autrement dit, il y a là une richesse langagière exceptionnelle qu'on ne valorise pas, à mon avis, parce qu'on est sur la défensive. Alors que si on était dans un pays indépendant, on saurait peut-être encore mieux exploiter l'ensemble de cette richesse langagière. C'était mon premier rappel. Mon deuxième rappel, c'est l'histoire. Rappelez d'abord que en 1700, nous étions 90% de Français sur le territoire. En 1800, on était passé à 65%, 60%. En 1900, on avait descendu à 35%. En 2000, on est 22%. En 2100, on sera combien? Alors, il y a là une trajectoire historique dont il faut être conscient. Si on continue à être dans les mêmes cadres et si la courbe se maintient, proportionnellement, on va devenir un groupe folklorique. Comme le français est devenu folklorique en Louisiane, en Nouvelle-Angleterre, et on ne se le cachera pas, ailleurs, sur plusieurs territoires du Canada. Donc, il y a un défi colossal de nation française d'Amérique si on ne veut pas écoper du même statut. Je veux aussi rappeler que la question de la langue, c'est une question essentiellement politique.
la stratégie moderne de ceux qui nous ont colonisés, c'est d'essayer d'enlever, de dénationaliser la question de la langue. Et je vous fais un très bref tour d'horizon ou un tour historique du sort de la langue française en Amérique. Depuis Jacques Cartier jusqu'à la conquête, ça a été une période royale. Le français a occupé tout ce continent. On l'a marché en français, on a nommé tous les territoires en français. Ça a été une période qu'on dit royale. À partir de la conquête, d'abord à partir du grand dérangement, un terme, je dirais, absolument trompeur, parce que 1755, ça n'a pas été un grand dérangement. Ça a été l'épuration ethnique, une tentative d'épurer le territoire de l'Est de l'Amérique de la présence française. À cet élément-là, ou plutôt à cette période-là, ça a été une tentative d'assassinat de la langue française. Et on va revoir dans notre histoire, à 5 reprises, il y a eu des tentatives explicites d'éradiquer le français. Pourquoi éradiquer le français? C'était pour vaincre la nation française, la nation d'expression française. Alors, j'insiste pour qu'on comprenne et qu'on partage le point de vue que la langue, ce n'est pas neutre. Et que si on se bat encore en 2013 sur la question de la langue, c'est parce que ça exprime le combat national et le combat politique. Pas par notre volonté. Je dirais c'est par la dynamique normale des relations entre les peuples. Alors, dans cette tentative d'assassinat, il n'y a jamais eu, je dirais, une victoire totale. Il y a toujours eu une résistance. Et effectivement, dès la conquête, le peuple français d'Amérique a résisté. Hein? Même si on avait aboli toutes les institutions, y compris la langue, en 1760, dès 1774, parce qu'il y avait ici un peuple à 95% français et catholique à l'époque, la colonie était paralysée, alors la couronne britannique a été obligée de réinstaurer le régime seigneurial, les pouvoirs de l'Église, la langue française. Donc, il y a eu résistance. Une résistance qui a même produit la création d'un parlement en 1792, quand il y a eu la division du Haut et du Bas-Canada. Et même, on a poussé plus loin. On a voulu avoir le gouvernement responsable, parce que le Parlement de l'époque, c'était pour parler, mais les décisions se prenaient à Londres. Donc, il y a eu création du Parti des Patriotes, les 92 résolutions, la revendication principale que la Chambre réponde au peuple et non pas à la couronne britannique. Et donc, ça nous a amené jusqu'aux troupes de 1837-38. Alors, la revendication, c'était la démocratie, mais aussi le pouvoir du peuple sur ses propres institutions. Alors, il y a eu, je dirais, une répression très sanglante, avec suivi du rapport Durham, et, à nouveau, avec l'acte d'union, abolition du Parlement, disparition de la langue française. Alors, c'est toujours le combat politique qui est derrière le combat de la langue. En tout cas, si nous, on ne le comprend pas, eux le savent. Et ils s'attaquent toujours à ça. Jusqu'à nos jours, et j'insisterai tantôt pour qu'on comprenne que c'est toujours aussi vrai. Alors, finalement, le peuple a quand même résisté, même avec l'acte d'union. Ça a donné la Confédération. Qu'est-ce qui s'est passé avec la langue
à la Confédération. Oui, reconnaissance au niveau fédéral du français, mais Mario y a fait allusion tantôt. Dans la foulée de la Confédération, abolition du français partout. Alors que ce soit en Nouvelle-Écosse, en Ontario, même dans les territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, en Saskatchewan, ça a été l'abolition du français partout, sans que le fédéral ne lève le petit doigt. Alors, le français est rentré dans la clandestinité, ou presque. Le français s'est replié dans la vie privée, dans la ruralité, dans l'Église. La langue des affaires était l'anglais. La langue des rapports sociaux et rapports politiques, c'était l'anglais. La gouvernance était anglaise. Bref, le français, c'était la langue des vaincus, des perdants, mais l'anglais, c'était la langue des dominants et la langue de l'ascension sociale. Ça a pris la Révolution tranquille pour que, sur une vague de fond, même au plan international, de décolonisation, que finalement, il y a eu une montée en puissance du peuple québécois qui a fait sa révolution tranquille, qui s'est donné des grands instruments d'un État moderne avec des politiques publiques s'adressant au peuple et une volonté ferme de s'épanouir dans sa propre langue. Alors, il y a eu au début des lois très frileuses, la loi 22, ça a pris l'élection du Parti québécois, et la loi 101 de 1977, où effectivement, pour la première fois, dans sa dimension politique, le peuple québécois s'affirmait à travers sa langue, qu'il a déclarée langue officielle, seule langue officielle, la langue normale de l'éducation, du travail, des affaires, du commerce, mais aussi, avant tout, loi de la législation et de l'administration. On a connu 8 ans de délinquance constitutionnelle. Mais rapidement, le Canada, avec ses instruments juridiques, la Cour suprême en premier, a dépecé la loi 101. Encore pour des motifs politiques. Parce que la langue fait nation, mais si on réussit à contrer l'affirmation de la langue, on défait nation. Je veux rien vous rappeler que le Canada a une longue pratique de ça. On parle beaucoup des Autochtones de ce temps-là. On parle des pensionnats des Autochtones, qu'on a imposés aux Autochtones. La première condition des pensionnats, c'était d'abandonner sa langue. L'existence des pensionnats, c'était pour assimiler les Amérindiens. La Russie, à l'époque, quand elle s'est mise à dominer plusieurs pays, moi je connais bien la Pologne parce que j'y ai des parents, on imposait le russe pour, effectivement, assurer la domination de la Russie de ces pays-là. Un autre exemple. Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, a même imposé ou ressuscité une langue morte qui était l'hébreu. C'est la preuve que la langue, c'est pas neutre. La langue, ça fait nation. Quand on veut former une nation, on lui donne, enfin, elle se donne, un lien de communication qui est en même temps un lien d'identité. Donc, c'est un combat majeur pour les peuples, c'est un combat majeur pour le Québec en particulier. Alors, je précise, et c'est mon dernier point avant d'arriver à la loi 14, que la langue a plusieurs fonctions et qu'il faut peut-être bien saisir ces fonctions
pour pouvoir contrer un certain nombre de reproches qu'on nous fait très régulièrement. D'abord, il faut distinguer les compétences individuelles des compétences institutionnelles. Les compétences individuelles, c'est vous et moi qui maîtrisons une ou plusieurs langues. Alors, on est, et je pense qu'on devra toujours être d'accord pour que les individus maîtrisent plusieurs langues, c'est une richesse. Et le Québec, à ce titre-là, en Amérique du Nord, est plus compétent que n'importe qui. Il y a chez nous beaucoup plus de bilingues et de trilingues que partout ailleurs. Et d'ailleurs, ça s'explique. S'il y a plus de trilingues ici, c'est parce que le français s'est imposé et donc les gens ont été amenés à maîtriser cette langue, mais la maîtrisant, le français n'est pas hégémonique, faisant en sorte que les gens conservent leur langue d'origine. Hein, c'est un Italien qui me rappelait, il y a quelques années, qu'ici, plusieurs de la communauté italienne parlent italien. Et qu'ils parlent français parce que c'est la loi 101 qui a créé le contexte pour qu'ils parlent français, et ils parlent anglais. Mais à Toronto, en une génération, ces gens-là ne parlent qu'anglais. Donc, il y a ici une richesse, c'est vrai pour les Italiens, mais c'est vrai pour à peu près toutes les communautés. Ça fait une interface extraordinaire. Dans le cadre de l'indépendance du Québec, je vous dirais que ce serait une interface qui nous serait très favorable. Donc, les compétences individuelles, ça, c'est à valoriser. Les compétences institutionnelles, c'est ce qui fait la différence dans un contexte minoritaire. Alors, il nous faut absolument avoir cette capacité comme nation de s'identifier, je dirais par rapport à nos propres compatriotes, comme Français, comme francophones, mais surtout que les autres sachent qu'on est français ou francophone. Quand on va au Danemark, où je suis allé, eh bien, en Finlande, c'est encore plus compliqué, eh bien, on ne doute pas qu'on est en Finlande et qu'on est au Danemark. Tout nous dit qu'on est dans un pays danois ou dans un pays finlandais. Même quand on va dans les cantons suisses. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Genève, qui est une ville internationale. Alors là, la plus internationale que Genève, tu meurs. Eh bien, quand tu vas à Genève, ça se passe en français. L'affichage est en français. Parce que c'est une langue territoriale, c'est divisé par un territoire, ça n'empêche pas d'être une ville très internationale. Donc, les compétences institutionnelles, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas à négocier. Ça doit être selon, je dirais, la caractéristique immensément majoritaire des habitants qui habitent le territoire. Et il faut aussi, je dirais, distinguer, parce que ça aussi, c'est une partie du débat qu'on nous ramène, les registres de langage. Dans toutes les langues, il y a au moins 3 registres. Il y a le registre familier, aussi on appelle ça le droit. Il y a le registre public, qui est de l'ordre de la communication publique. Et il y a le registre littéraire. Alors, il n'y a pas de honte à constater qu'il y a ici un registre familier. Ça existe partout, y compris en France. Parce qu'on nous fait souvent, je dirais, le procès de la qualité de la langue. Souvent pour masquer le débat sur le statut de la langue. Ce dont on discute aujourd'hui, c'est la question du statut de la langue. Si on veut se faire un débat sur la qualité, je suis prêt à faire ce débat-là aussi. En vous affirmant qu'en 2013, la qualité est sensiblement différente qu'en 1953. Il y a ici des gens qui parlent
un français de qualité et surtout beaucoup plus nombreux qu'en 1953. À mon époque, quand j'étais aux études, 13% des gens dépassaient le secondaire. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus important. Alors, il y a beaucoup plus de gens qui prennent la parole. Et effectivement, ce n'est pas toujours que littéraire. Mais il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Alors, les fonctions de la langue. Pour bien comprendre, parce que tantôt, je vais vouloir camper les deux registres, les deux visions. Alors, il y a toujours au minimum 4 fonctions à la langue. Il y a une fonction utilitaire. La traduction, c'est important, mais c'est une fonction utilitaire. Alors, quand on nous dit que le Canada est bilingue, le Canada, c'est Gilles Duceppe, je pense, qui disait ça, ça parle anglais et ça parle la traduction. Donc, ils sont utilitaires d'une certaine façon. Mais c'est une fonction de la langue. Une deuxième fonction, c'est une fonction citoyenne. C'est-à-dire qu'on parle la même langue pour débattre ensemble et puis convenir, prendre des décisions qui sont majoritaires. Alors, il y a un niveau de langue qui est le niveau de la citoyenneté. Il y a un troisième niveau, c'est le niveau de l'identité. Hein? Quand on est à l'étranger, sur une plage à Cuba ou dans le métro de Paris, et puis qu'on entend, je dirais, l'accent québécois, instinctivement, on se sent proche. Donc la langue a une fonction d'identité. Mais la langue aussi, et c'est un peu la démonstration que j'ai voulu faire tantôt, ça a une fonction politique. C'est-à-dire que dans les rapports entre nations, la langue, c'est aussi une façon d'exprimer son rapport de pouvoir ou son rapport d'intégration. Alors, au Québec, on n'est pas contre le rapport utilitaire, ni contre le rapport de citoyenneté, encore moins le rapport d'identité, mais on est aussi en faveur du rapport politique et du rapport national. Donc, je veux rappeler qu'au Canada, on a eu à vivre depuis 1759, en passant par 1774, 1840, 1868 et 1969. Alors, une date dont on ne rappelle pas suffisamment l'existence, c'est la loi des langues officielles du Canada, que Trudeau a promulguée. De la même manière, sans les armes, mais avec la même logique que 1759 et que 1840 ou 1867. La loi des langues officielles du Canada, c'est une loi politique. Comment? Alors, je veux rien que vous rappeler, parce que vous êtes assez connaissant pour vous le rappeler, la loi de 1969 de Trudeau fait suite au rapport Laurando-Danton, le rapport sur le bilinguisme et le biculturalisme. Laurando-Danton avait un rapport qui avait sensiblement de l'allure, mais que Trudeau a dépecé et a neutralisé de façon radicale. Rappelez-vous, Laurando-Danton proposait de reconnaître les deux peuples fondateurs. Trudeau, il a dit, pas question. On va reconnaître qu'il y a des majorités et des minorités. Des minorités à protéger. Avec comme résultat que dans le Canada, il y a des Français à protéger et qu'au Québec, il y a des Anglais à protéger. Quand on parle de la symétrie, de la fausse symétrie, eh bien, c'est de ça qu'on parle. Mais surtout, le statut.
On n'a plus le statut de peuple. On n'a plus le statut de nation. On a un statut de minoritaire. Mais si on se reconnaît un statut de minoritaire, ça veut dire qu'il y a une majorité. Et donc, on n'a pas les mêmes droits. C'est tellement vrai que Laurando Danton proposait qu'on reconnaisse non seulement la réalité des peuples fondateurs, mais qu'on reconnaisse des droits collectifs au niveau de la langue. Plus que ça, qu'on reconnaisse des droits territoriaux. Parce que, rappelez-vous, il proposait des territoires unilingues et des territoires bilingues. Donc, la langue était rattachée à des territoires. Alors, Trudeau dit, il n'y en a pas question. Je vais reconnaître des droits individuels. Donc, il y aura des locuteurs anglais et de locuteurs français, et les droits ne seront pas territoriaux, ça va être des droits transportables. C'est-à-dire que les droits voyagent avec les individus. Théoriquement, tu peux être au Québec, tu t'en vas en Alberta, et bien tes droits linguistiques devront être respectés. Mais plus que ça, il ne reconnaît pas des droits, il reconnaît des services, là où le nombre le justifie. Si on reconnaît des droits, normalement ces droits-là vont exister en toutes circonstances et partout. Mais si tu reconnais plutôt des services, eh bien là tu peux nuancer. Alors c'est là où le nombre le justifie. Et puis je vous rappellerai dans le reste du Canada, les Français ont été obligés de parader, et ils paradent encore devant les tribunaux pour faire reconnaître là où le nombre le justifie. Qu'est-ce que Laurando Danton proposait aussi? Laurando Danton proposait, attendez que je retrouve mes affaires, le biculturalisme. Trudeau a dit, non, ce ne sera pas le biculturalisme, ça va être le multiculturalisme. Il proposait, Laurando Danton, que ces rapports soient des rapports qui découlent de la sphère politique. Trudeau a dit non, ça va être les tribunaux qui vont disposer de ça. Autrement dit, la dimension identitaire de la langue a été substituée par le rapport utilitaire. Alors, je dis tout ça parce que c'est important de comprendre que la lutte pour la langue, ici, c'est une lutte contre une vision, contre un régime linguistique, mais en fait, c'est une lutte contre un projet politique. Alors, quand Trudeau s'est donné cette loi de 1969, et quand on a eu les 200 amendements qui ont suivi les décisions de la Cour suprême, c'est tout en vertu de cette, je dirais, de ces deux visions contradictoires au niveau linguistique. Alors, je reviens à la loi 101 de 1977, eh bien, le fédéral a tout fait pour combattre ce projet. D'abord, il n'a jamais appliqué la loi 101 pour lui-même. Il a financé toutes les contestations. Il a modifié sa propre constitution d'une manière unilatérale en 1982, précisément pour donner des armes aux tribunaux pour défaire la loi 101. Et la Cour suprême s'est quand même beaucoup activée pour réussir toute cette job. Alors aujourd'hui, on est encore devant l'obligation de se battre pour la langue française, et on a devant nous un projet de loi qui est le projet de loi 14. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je voudrais rappeler qu'on est dans un contexte difficile. Alors, dans le contexte difficile, au sens où il y a un parti minoritaire, sans marge de manœuvre, qui, oui, a promis une nouvelle loi 101,
mais qui, à mon avis, n'a pas nécessairement les moyens de livrer la marchandise. En tout cas, certainement pas de la manière qu'il l'avait annoncé. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la loi 101, depuis le tremblement de terre de 1977, les 8 années de tremblement de terre et de secousses sismiques et de délinquance constitutionnelle, parce que la loi 101, là, disons, elle a changé la face du Québec en 8 ans, de 1977 à 1985. Après, ça a été le détricotage. Après, ça a été 27 années de résistance. Et depuis 1977, je dirais, les indicateurs se sont inversés. C'est-à-dire, on est revenu à peu près à la situation d'avant 1977. Globalement, alors je vous donne quelques indices. Globalement, au Québec, les anglophones gagnent 4 000 $ de plus que les francophones. Globalement. On va reconnaître qu'à scolarité égale, dans les mêmes secteurs d'activité, oui, on en est arrivé à, je dirais, une égalité. Mais si on prend les ensembles français et les ensembles anglais, parce qu'ils sont plus scolarisés, parce qu'ils rentrent et ils demeurent sur le marché du travail plus longtemps, le revenu est de 4 000 $ de différence. La présence du français est en décroissance. On est en bas de 80 % pour l'ensemble du Québec. On arrive en bas de 50 % pour la région de Montréal. Les transferts linguistiques, hein, on appelle transferts linguistiques ceux qui quittent leur langue maternelle pour adopter ou le français ou l'anglais. Eh bien, ceux qui n'avaient ni le français ni l'anglais comme langue d'origine, eh bien, on n'a pas encore dépassé le 50 % au niveau des transferts linguistiques. À Montréal, 6 % des emplois sont occupés par des unilingues anglais. Encore. 10 % des grandes entreprises n'ont pas encore leur certificat de francisation. Un travailleur sur 4 à Montréal travaille en anglais. Les petites entreprises de moins de 50 employés embauchent systématiquement des gens qui maîtrisent l'anglais et le français à la hauteur de 75 %. Et si les immigrants qui arrivent chez nous possèdent minimalement l'anglais, ils rentrent beaucoup plus rapidement sur le marché du travail avec une rémunération qui est plus intéressante, et c'est valable pendant 2 ans. Ça s'estompe après 2 ans. Pour les études supérieures, 49,7 % des allophones vont dans les 2 universités anglaises du Québec. Pour 6,2 % des francophones qui le font également. Et seulement 5,5 % des anglophones vont dans des institutions françaises. Par contre, alors là, c'est une nouvelle statistique que Statistique Canada nous donne de 2010. Et moi, alors, c'est un motif de réjouissance. 22 % des jeunes anglais, de l'élémentaire ou du secondaire, sont dans des classes d'immersion, mais 44 % sont dans le réseau français. 30 % sont dans le réseau anglais. Je vais vous dire, ça peut être quand même un élément structurant pour la vie. Autrement dit, il y a je dirais, une conscience que s'ils ne connaissent pas le français comme il faut, ça se peut que ce ne soit pas très intéressant pour leur propre avenir. Donc, moi, c'est une nouvelle statistique que je ne connaissais pas. Je vais vouloir qu'on regarde ça de plus près. Alors, sur
la loi 14, on diviserait ça en 5 petits morceaux. Alors, donc, vous savez que j'ai présidé les États généraux de la langue française au début des années 2000. Il y a plusieurs petites mesures qu'on avait proposées qui sont reprises par le projet de loi 14. Et donc, je vais y faire allusion. Un des grands éléments qu'on avait proposé en 2001 pour la réforme ou la révision de la loi 101, dans le contexte non changé au plan constitutionnel, c'est-à-dire dans le contexte d'une province, on se disait il faudrait que l'État québécois pose des grands gestes, pas seulement symboliques, mais juridiques d'une forte importance. On proposait que soit créée la citoyenneté québécoise. Rattaché à cette citoyenneté, tout ce qui doit y être rattaché comme accueil, comme mécanisme d'intégration et officialisation de l'appartenance au Québec. Il y a eu des projets de loi qui ont circulé sur cette question-là. Ce n'est pas présent dans la loi 14, mais moi je me dis qu'il faudrait ramener ça à l'ordre du jour. Je ne suis pas sûr que dans le contexte d'un gouvernement minoritaire que ça passe, mais dans le cadre d'une province, je pense qu'il y ait, puis juridiquement, il est possible de créer une citoyenneté. Eh bien, symboliquement, ça peut signifier beaucoup. Rattaché à cette citoyenneté, il y a une obligation minimale qui existe dans plusieurs grands pays. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Finlande, le Danemark, l'Autriche, et puis je pourrais en citer au moins une quinzaine d'autres, l'obligation de la connaissance de la langue. Ce n'est pas présent, moi je pense que c'est un élément qui devrait être évoqué. Toujours au niveau là, des grandes mesures, c'est les pouvoirs sur l'immigration. Le Québec gère à peu près 50 à 55% de son immigration. Je pense que ça demeure très important parce que la preuve est faite que l'origine au plan de l'immigration influence beaucoup au plan de l'intégration. L'origine latine, les gens s'intègrent à 70%. L'origine non latine, et surtout d'origine saxonne, les gens s'intègrent à 15%. Donc, gérer son immigration, c'est quand même déterminant. Et un autre élément qu'on proposait à l'époque, c'est d'élever les droits linguistiques au même niveau que les droits de la Charte québécoise. Alors ça, c'est proposé dans le projet de loi 14, c'est-à-dire que le droit de vivre et de travailler en français, le droit d'apprendre le français quand on ne le sait pas, est un droit de même niveau que tous les droits de la Charte. On nous a détricoté la loi 101 en vertu de la Charte. Moi, je dis, on pourrait peut-être en retricoter un bout en vertu de la Charte si on fait reconnaître les droits linguistiques au même niveau que les autres droits de la Charte québécoise. Donc, et ça, c'est proposé, que les droits linguistiques soient intégrés dans la Charte des droits et libertés du Québec. Premier bloc. Deuxième bloc, l'éducation. Alors, il est stipulé dans la loi 14, dans le projet de loi 14, qu'y compris à partir des centres de la petite enfance, qu'il y ait des dispositifs pour que les jeunes, les tout jeunes, apprivoisent le français là où ça ne se fait pas, pour qu'en intégrant le réseau scolaire, ils aient un minimum leur facilitant l'intégration dans le réseau scolaire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune norme là-dessus. N'importe qui peut gérer, surtout dans le privé, la garderie
dans la langue, ça. Même on pourrait avoir un peu des CPE carrément culturels ou ethniques. Vous vous rappelez d'un débat il n'y a pas longtemps, là, où on avait des centres de la petite enfance confessionnels. C'est-à-dire, c'était fait selon les cultures religieuses de chacun des groupes. Ça a été éliminé récemment, il y a 3 ans ou 2 ans. Donc, au niveau de la langue, on pourra avoir ce type d'exigence également. Au niveau du français, qui est un examen commun du français, tant dans le réseau anglais que dans le réseau français, c'est proposé. Je pense que c'est plutôt intéressant. Il est proposé également qu'il y ait des limites, ou plutôt qu'il y ait des priorités accordées dans le réseau des cégeps pour que ce soit les anglophones, parce qu'il y a un problème de place dans les cégeps anglophones. Il y a une pression pour avoir plus de place dans le réseau francophone. Ce qui est proposé, c'est qu'au lieu qu'il y ait de plus de place, c'est qu'il y ait de priorités d'accorder à ceux qui sont d'origine anglaise pour occuper les places dans les cégeps anglais. C'est sûr que l'abolition du réseau, pas l'abolition, mais l'application de la loi 101 au réseau des cégeps anglais, ça ne fait pas partie de la loi 14. Il faut reconnaître qu'au Québec, le consensus large n'est pas fait sur cette question-là. C'est un débat qui devra se poursuivre. Le troisième bloc, et je pense que c'est un bloc majeur, c'est la langue de travail. En fait, on a à se poser comme question au Québec, devant l'environnement massif qu'on a d'être dans un contexte nord-américain avec seulement 2% de francophones. Est-ce qu'on francise les lieux de travail ou bien si on anglicise les travailleurs? C'est ça le choix. Depuis 1977, on a dit on va franciser les lieux de travail. Ça, c'est pas pour vous faire. Et c'est ça qu'il faut faire au plus sacré. On peut avoir des dispositions législatives et administratives. Mais le gros de la job, à mon avis, doit être fait par les mécanismes d'application de la loi 101. Alors, au niveau législatif, et il y a des éléments intéressants dans le projet de loi 14, où effectivement, il est proposé d'abord d'étendre l'obligation d'avoir des lieux de travail en français, de l'étendre aux entreprises de 29 à 50, parce que de 50 à 100 et plus, il y a des dispositions. C'est sûr qu'on ne peut pas appliquer ça de la même façon pour les grandes entreprises, mais il y a des obligations qui sont identifiées. Là où la loi ne peut pas, je dirais, se substituer aux mécanismes, je pense que là, il faut interpeller les mécanismes, l'Office, le Conseil, mais beaucoup l'Office de la langue française, et les États généraux de la langue française, nous avions proposé une approche offensive, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir des approches qui interpellent les secteurs d'activité, qui mettent à contribution les conseils, les comités sectoriels de main-d'œuvre. Dans le projet de loi 14, c'est identifié. On doit mettre à contribution les comités sectoriels de main-d'œuvre. Autrement dit, qu'il y ait des vraies stratégies de francisation des milieux de travail. Il y a aussi de proposer que pour les milieux non syndiqués, qui peuvent s'appuyer sur des comités de francisation et notamment sur les organisations syndicales pour faire valoir les droits et contribuer à la francisation, pour faire valoir les droits là où c'est pas syndiqué, les gens pourront s'adresser à la commission des normes. C'est des mécanismes supplémentaires dont on pourra se prévaloir, mais disons, il y a un gros travail qui appartient, à mon avis, aux mécanismes d'application de la loi. Donc, oui, il y a des plans de francisation
qui sont plus détaillées et qui doivent être réalisées par les entreprises. Il y a l'utilisation ou l'appel au comité sectoriel de main-d'œuvre. Il y a aussi l'évaluation des postes. Bon, vous savez qu'à Montréal, alors là, le chiffre, en tout cas, c'est plus que 50% des emplois offerts à Montréal exigent l'anglais. Alors la loi, le projet de loi spécifie qu'il doit y avoir une révision de ces obligations-là. On doit faire une évaluation rigoureuse de l'exigence du français. Moi, ma thèse, c'est qu'on exige le français, c'est beaucoup par mécanisme de sélection. C'est-à-dire, si tu exiges l'anglais, tu élimines bien du monde au niveau de la sélection. Alors, tu facilites la job, mais ça se fait au détriment d'un droit qui, lui, est affirmé que tu as le droit de travailler en français. Donc, il y a une obligation d'évaluation rigoureuse des emplois sur les postes bilingues. Il y a une obligation aussi d'afficher tous les postes qu'on affiche dans les, disons, dans des médias anglophones. Il faut s'assurer qu'ils soient d'abord affichés ou en même temps affichés dans les médias francophones. Il y a aussi ah oui, l'article 45, mais ça, je trouve que c'est très très faible. On permet, ou oui, on autorise ceux qui sont, disons, qui ont une sentence, c'est-à-dire une décision rendue par des tribunaux administratifs, et que si c'est rendu en anglais, ils peuvent obtenir une copie en français. Alors là, je trouve que... Mais en vertu de la loi, disons, de la décision de la Cour suprême, les jugements peuvent être rendus ici en anglais, vous savez, et il suivra la traduction française. Alors qu'à mon avis, et l'article 45 devrait être révisé là-dessus, les décisions devraient être obligatoirement rendues en français. Bon, ils peuvent l'être aussi en anglais, mais ça ne doit pas être public si ce n'est pas rendu en français. Il doit y avoir une obligation pour que tout ce type de décision soit rendu en français. Il y a également des dispositions sur les consommateurs, c'est-à-dire qu'il est obligatoire pour les dépanneurs, pour là où on est dans le commerce, qu'il y ait toujours quelqu'un parlant français qui puisse servir la clientèle, à toute heure du jour ou de la nuit, si c'est ouvert la nuit. Il y a les dispositions sur les municipalités. Bon, vous savez que jadis, jusqu'en 2002, et c'était en vertu de l'ancienne loi 101, les municipalités qui ne faisaient pas 50% plus 1 de français pouvaient obtenir un statut bilingue. Autrement dit, si tu n'étais pas français, tu étais obligatoirement anglais. Alors, au débat qu'on a fait aux États généraux, on avait dit que quand même, ça n'a pas de bon sens. C'est-à-dire, c'est pas vrai que si c'est pas français, c'est anglais. Alors, on a inversé la chose, on a proposé que si c'est pas 50% plus 1 anglais, eh bien, pour avoir le statut bilingue, il faut que ce soit 50% plus 1 anglais. Mais là, ce qu'on propose, c'est que si effectivement c'est pas anglais, qu'il y ait le pouvoir au ministre d'éliminer le statut bilingue. Ça ne veut pas dire qu'il va l'éliminer nécessairement, mais si, je dirais, ça ne représente plus la réalité, exemple, s'il y a rien que 5% d'anglais, eh bien, le statut bilingue pourrait ne plus exister, etc. Bon, je termine, parce que là, je suis dépassé mon temps. Hein? Je termine en disant que, oui, la loi, c'est important. Et il faut faire des représentations pour faire reconnaître que cette loi-là, bon, ne va pas très loin, en bout de ligne, là. On va comprendre que dans le contexte dans lequel elle est proposée, on ne peut peut-être pas aller beaucoup plus loin, mais il faut aussi proposer que la culture générale des organismes d'application de la langue change
et au lieu qu'on soit strictement en défensive, en train d'appliquer d'une façon, je dirais, minimale les dispositions législatives et administratives et réglementaires, que ces mécanismes-là soient plutôt des mécanismes à l'offensive, militants, au sens où on se rend disponible pour aider les organisations, les entreprises et les secteurs pour les aider à se franciser. Autrement dit, nous-mêmes, on a à se sortir d'une certaine culture, je le dis comme je le pense, de coloniser. La langue française, c'est la langue du peuple québécois, c'est la langue d'intégration de l'ensemble de ses composantes. On n'a pas à être gêné de ça. Tous les peuples ont cette responsabilité-là et le font. Et le Canada, plus que tous les autres, l'a fait au cours de toute l'histoire et continue à le faire, même s'il laisse entendre qu'ils reconnaissent le français, etc. Toutes les mesures qu'il prend, ce pays-là, ça a été pour minoriser le français et rien n'est fait pour qu'on puisse s'en servir pour permettre le plein épanouissement du peuple québécois. C'est pas eux qui vont le faire, c'est pas lui qui va le faire, c'est nous qui devons assumer cette responsabilité-là. Et c'est une responsabilité noble qui correspond à l'idéal qu'on se fait de cette société-là et de cette nation-là, que oui, on a une belle langue et que oui, on aura un beau pays. Merci.